Bienvenue dans Yes We Care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti. Philippe, bonjour. Bonjour Faustine. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Je te fais une petite intro. Donc, tu es chercheur et coach des entreprises heureuses, individuelles ou collective, et tu es notamment l'auteur du très beau livre, donc ceux qui nous voient, que j'ai devant moi, qui s'intitule Alchimie magnifique. Camille Schieber, que j'ai invité donc sur ce podcast, m'a gentiment offert, via toi, et que tu as rencontré aussi. Ce livre, tu l'as conçu comme un carnet de voyage en entreprise heureuse. Donc pour cela, tu as consacré 2 années de ta vie à rencontrer 200 salariés et dirigeants issus de 12 entreprises et de 12 métiers différents, et qui ont la particularité, ces entreprises, d'être heureuses et passionnées. En tout cas, les salariés le sont. Ce livre, tu l'as conçu pour être un hymne au bonheur de travailler et d'entreprendre durablement. Donc tout ça, ça m'a évidemment séduit. Donc comme je te l'expliquais avant, moi, j'ai pas trop l'habitude d'inviter des indépendants à l'origine, mais j'ai trouvé ta démarche vraiment inspirante et je me suis dit qu'on allait apprendre plein de choses. Donc, est-ce que tu accepterais dans un premier temps, Philippe, de te présenter et de nous expliquer ce qui t'a amené à ce voyage magnifique ? Merci Faustine déjà de me recevoir. Alors, qu'est-ce qui m'a... Alors, me présenter. Alors, Philippe, moi, ça fait très longtemps que je travaille, puis ça fait plus de 30 ans. J'ai fait pas mal d'entreprises différentes, de secteurs différents, en commençant par la communication publicitaire. Donc, j'ai déjà, à cette époque-là, pendant 15 ans, rencontré des entreprises de milieux très différents. J'ai aussi été dans des environnements où les entreprises étaient souvent importantes puisqu'elles pouvaient faire de la pub. J'étais dans des grosses agences et donc avec beaucoup de gens, avec beaucoup de monde, beaucoup de pression. Donc sans le savoir, je touchais déjà du doigt ce qu'était le mal-être au travail, sans pour autant mettre le mot dessus puisque ça me paraissait normal. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai changé de taille d'entreprise. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup mieux dans des petites entreprises où il y avait beaucoup plus d'interactions faciles et d'autonomie. Donc connaître les gens avec qui on travaille, c'est toujours plus agréable. Et puis à une période de ma carrière où j'ai quitté une entreprise, une start-up. Toujours difficile de faire vivre longtemps une start-up. J'ai décidé de changer de voie et une coach m'a accompagné, Marie Augereau, je peux la citer, qui aujourd'hui est dirigeante de Good Coaching, m'a accompagné pour devenir coach. J'étais un peu dubitatif, on va dire, sur ce métier, tout simplement parce que travailler seul n'était pas mon objectif premier. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai vu que je pouvais avoir un impact et aider des gens à se sentir mieux dans leur travail, à des moments difficiles comme quitter son travail, je me suis dit, je sers à quelque chose et donc je vais continuer. C'est aussi la base un petit peu de l'idée de ce livre, c'est que j'ai découvert à quel point les gens étaient, alors c'est pas une révolution ce que je vais dire, étaient liés à leur travail, que c'était souvent émotionnellement extrêmement violent pour eux de devoir le quitter quand ils le choisissaient pas, mais c'est extrêmement violent souvent aussi de partir à la retraite. C'est extrêmement violent d'arriver sur le marché du travail. Les jeunes ont souvent peur, j'avais peur. Quand j'ai commencé à chercher du boulot, je savais pas ce qui allait m'arriver en fait. Je voyais pas ça comme une conclusion ou un démarrage. J'avais peur. Donc oui, on n'est pas tout de suite en plus dans le bain quand on commence ses études, quoi. C'est vraiment à la fin. Tout à fait. Et après, dans la carrière, on a effectivement des générations qui se disaient, on rentre dans une entreprise, c'est pour la vie, ou dans un métier, c'est pour la vie. Et on s'est aperçu au fur et à mesure du temps, encore plus récemment,
que les gens changeaient, pas forcément parce qu'ils étaient pas bien, mais parce qu'ils avaient envie de faire autre chose. On a aussi un niveau d'éducation global, contrairement à ce qui se dit, qui évolue, où il y a plus de gens qui vont à l'école qu'il y a un siècle, il y a plus de gens qui savent lire, il y a plus de gens qui s'intéressent à plus de sujets. Donc il y a plein de métiers aussi qui émergent. Et je me suis dit que parler de ce travail qui change, c'était pas en parler en négatif, c'est-à-dire montrer les aspects négatifs de ces énormes structures qui, en fait, oublient de s'occuper des individus, mais qui regardent juste la colonne des chiffres. C'est parler de tous ces endroits où il y a des gens qui font un métier qui les passionne, où il y a des dirigeants qui prennent soin des gens. Pas parce que c'est des Mères Teresa, mais tout simplement parce qu'ils respectent les autres et qui donnent ces alchimies magnifiques. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Seulement, ce ne sont pas des entreprises qui parlent d'elles, ce ne sont pas des entreprises non plus qu'on voit parce que souvent elles sont plus petites. En France, il y a environ 300 entreprises qui emploient 30% des salariés. Il reste 70% des salariés qui sont dans d'autres entreprises qui sont plus petites. C'est vrai qu'on entend moins parler. Mais alors juste si j'essaie de comprendre ton déclic, parce que t'as d'abord, c'est un peu le fait d'avoir accompagné des personnes qui étaient un peu choquées par le monde du travail finalement, qui t'a fait te dire ok, il y a un souci. Et toi, t'as été te dire je vais chercher là où on se sent bien en fait, parce que pour montrer que ça existe quoi. Exactement. Et puis souvent, en accompagnant des personnes, se rendaient compte qu'en changeant d'environnement, en cherchant quelque chose qui leur correspondait plus, elles arrivaient à trouver ou à retrouver le plaisir de travailler. Le travail, c'est la base du lien social. Je pense que si la majorité des gens se retrouvent bien dans leur travail, que ce soit parce qu'elles aiment ce qu'elles font ou parce que l'environnement autour d'elles est positif, je pense que ces personnes seront mieux dans leur vie, mieux dans la vie et vont retrouver ce qui fait la force de notre société, c'est la solidarité. Le fait de se dire qu'on est plus fort à plusieurs et qu'on n'est pas constamment obligé de se défendre individuellement. La peur, elle vient souvent de ça. La peur de l'autre, la peur des changements. Quand les gens sont ouverts et sont équilibrés, ils savent qu'un collectif, c'est positif. Et donc, l'autre, quel qu'il soit, devient un potentiel allié plutôt qu'un potentiel ennemi. Que ce soit dans les entreprises, dans la société, et on le voit de manière très très forte en ce moment, en politique ou de plein de manières différentes, il y a plein de discours qui disent il faut se protéger, il faut se replier sur soi, ceux qui sont comme nous, alors qu'en fait, on voit bien que la diversité, le fait de rencontrer les autres et le milieu de l'entreprise est extraordinaire pour ça, parce qu'on arrive dans un endroit, on va rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, et c'est une suite de l'école, en fait, et ça ne s'arrête jamais. Donc le faire dans de bonnes conditions, y prendre du plaisir, c'est à la fois un enrichissement d'expertise quand on progresse dans son travail, aussi un enrichissement humain qui sert non seulement à l'entreprise, mais également à la société. Ok, donc c'est intéressant, je suis complètement en phase, le savoir vivre ensemble et à quel point ça a un impact, son travail sur soi et sur la société et en fait le collectif, comme tu dis. C'est intéressant aussi... Alors moi, quand Amélie me parle de ta recherche, j'avais qu'une envie, c'était genre de découvrir toutes les boîtes que t'avais mis dedans. C'est génial, je vais avoir tous mes futurs invités du podcast. Et c'est vrai que moi, j'adore aussi avoir une diversité des entreprises. Je pense que j'aime bien aussi montrer parfois des grandes entreprises pour montrer que c'est possible. Mais au final, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la première chose, c'est que t'as pas du tout été voir dans les classements labels de bien-être au travail ou des choses comme ça. Parce que, après, ça pourrait être un référentiel. Enfin, je veux dire, il y a quand même un cadre, même si évidemment, ça nous fout tous un peu sourire, mais on se dit qu'il y a eu une démarche derrière. Bon, voilà, ça peut être un point de départ. Non, toi,
C'est marrant parce que je pense que ça te ressemble beaucoup. En fait, on se connaît pas, mais je pense que toi, c'est quelqu'un, c'est une question de feeling, de confiance aussi envers la personne qui va te dire cette boîte-là, vas-y, parce que c'est intéressant. Et de crush, de coup de foudre, peut-être, avec certaines personnes. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment s'est passé, en fait, cette sélection et cette rencontre avec les 12 entreprises que tu as choisies pour ce livre? Je vais donner un exemple très simple. C'est à Bicyclette. À Bicyclette Voyage, qui est une petite entreprise rennaise qui organise des voyages à vélo. En gros, on prend son vélo, il nous prête un vélo, enfin il nous loue un vélo, il porte nos bagages à chaque point d'étape. Donc en fait, c'est faire du vélo en toute liberté et sans aucune contrainte. Et j'ai eu envie de faire ça avec des amis, donc on s'est organisé ça et on a trouvé que l'accueil des gens était extraordinaire, sympa, ils se pliaient en quatre pour trouver des solutions, super. Et j'avais pas encore l'idée du bouquin, mais quelques mois plus tard, j'ai l'idée de ce bouquin. J'ai dit tiens, je vais les appeler, parce que si ça se passe comme ça, c'est peut-être parce qu'eux se sentent bien. Et j'appelle, j'ai un des conseillers qui me dit ah mais merci déjà de vos remerciements sur le voyage. Et je lui raconte l'histoire du bouquin que je veux faire. Il me dit ah mais c'est génial. Donc on a un salarié en ligne déjà qui est complètement ouvert à quelque chose d'inhabituel. Donc je me suis dit c'est bon signe. Il m'a mis en contact avec Fabien, le fondateur et dirigeant d'Abicyclette. Et on s'est fait dans les 2 jours une visio. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était d'emblée très curieux. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça va être ? Et qui avait envie, on sentait l'envie d'apprendre des choses. C'était pas l'envie de faire de la pub, c'était pas l'envie, c'était la curiosité. Ouais, de la curiosité. Et puis, au bout de 3/4 d'heure d'entretien, il me dit, moi, c'est super, comment on fait ? Je dis, je viens 2 jours chez vous, je passe du temps. J'y suis allé, c'était la première entreprise que je visitais. J'ai passé un moment tellement agréable, c'était tellement un bonheur pour moi, je me suis dit, ton idée est une bonne idée, il faut continuer. C'est marrant quand même, parce que tu vois, t'es pas journaliste à la base. Enfin, donc t'arrives dans la boîte et qu'est-ce que tu fais ? Tu te mets dans un coin et tu regardes. Alors c'est drôle parce que, déjà, aucun de ces chefs d'entreprise ne m'a demandé ce que j'allais faire. D'accord. C'est juste un timing, je viens 2 jours chez vous, je suis en immersion, je regarde ce qui se passe. Donc déjà, le fait qu'ils acceptent ça, pour moi, c'était nécessaire. Il y a une question aussi de transparence. C'est-à-dire, il va tout voir. Enfin, en fait, on va pas pouvoir le mettre à des moments un peu clés. Exactement. On va pas faire de scénario. On se fait confiance. Ouais. Et c'est vraiment une confiance. C'est l'intuitu personnel parce que on se connaît pas. Les dirigeants, je les connaissais pas. Donc, à part celui de la pub avec qui j'avais bossé il y a très longtemps, Nicolas. Mais les autres, je les connaissais pas. Donc, on me fait confiance. Si vous me faites pas confiance, je viens pas. C'est pas grave, je le fais pas. Et une fois sur place, et ça a commencé à Rennes, en fait, j'ai fait un peu comme je fais en coaching. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que je laisse de la place aux salariés, aux entrepreneurs, pour qu'ils racontent leur histoire. C'est pas en leur demandant s'ils sont heureux que je vais savoir s'ils sont heureux. C'est en les écoutant parler. Les gens qui disent qu'ils sont heureux, généralement, faut s'en méfier un peu. C'est comme les entreprises qui proclament tout le temps, chez nous, ça se passe bien, c'est bien. C'est comme les gens qui se mettent tout le temps en scène sur Instagram en étant tout sourire. Non, les gens heureux n'ont pas besoin de le montrer. Ils sont heureux, mais ils le disent pas, ils le savent même pas forcément, ils sont bien. Et donc, les gens que j'ai interrogés, c'est tous ces salariés, je leur ai plutôt posé des questions sur leur parcours, comment ils étaient arrivés là, sur là où ils se voyaient plus tard, donc des questions sur le passé, des questions sur le futur, pas sur le présent. C'est pour ça que c'est vrai que c'est un voyage parce qu'en fait t'as le voyage de l'entreprise et en fait on découvre les parcours de chacun et c'est ça qui est assez fabuleux quoi, c'est voir t'as vraiment de tout quoi. Et les gens se livrent quoi, c'est. Mais je pense que et ça je l'ai ressenti depuis que je fais du coaching depuis presque 10 ans, quand on donne de l'espace aux gens. C'est un espace d'accueil positif, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire une interrogation ou un examen ou quoi que ce soit. Les gens ont besoin de parler. Les gens ont besoin de se livrer.
Et c'est un vrai, ce qui montre aussi qu'ils ont peut-être pas beaucoup d'espace, qu'on n'a pas beaucoup d'espace dans la vie pour se livrer. Mais là, les gens avaient de l'espace. Je leur ai donné de l'espace, ils se sont livrés et du coup, ils ont pu raconter leur histoire. Et même s'ils étaient dans un environnement bienveillant, où ils font un boulot, c'est sympa, prendre le temps de le faire, même si ça durait un quart d'heure, 20 minutes, pour eux, c'était à la fois une source d'énergie, parce qu'ils pouvaient se repencher sur leur parcours, en être fiers, se projeter dans le futur. Ça, c'était une vraie révélation pour eux, parce qu'ils étaient un peu perturbés quand je leur demandais ce sera quoi vos 10 fiertés en 2030. Écrivez-les-moi sur mon cahier. Ils étaient là, ils disaient mais ça va être dur et tout. Et en fait, ils ressortaient de là avec vraiment des perspectives nouvelles. C'est un peu des questions de coach, clairement. Oui, d'ailleurs, je trouve que c'était très inspirant en fait, et c'est très touchant parce que t'as pu le partager aussi. Enfin, on voit donc à la fin du livre, en plus c'est avec leur écriture, donc c'est. En fait, j'adore parce que c'est un peu déstabilisant presque d'avoir un livre entre guillemets professionnel et d'avoir des gens qui se livrent autant, et c'est ce qui fait que du coup on est attaché et donc il y a un lien incroyable. Mais en tout cas voilà, c'est une bonne idée ce que je disais pour les auditeurs d'avoir de faire cet exercice. Donc c'est des grands désirs pour 2030, c'est ça C'est les fiertés. Les fiertés, pardon. Vous êtes en 2030. Quelles sont vos 10 fiertés, que ce soit perso ou pro? C'est à vous de choisir ce que vous avez envie de mettre. C'est à la fois peut-être déjà parler de fierté qu'on a déjà, mais aussi se projeter sur quelque chose. Et je pense que ce qui fait la force de ces entreprises-là, mais ce qui fait la force de l'humain, c'est à la fois de faire des choses au quotidien pour vivre bien, mais c'est aussi avoir une intention dans la vie. Je vais vers où? Alors c'est pas un truc très précis. La société nous donne plein de repères plus ou moins justes. C'est tu vas aller à l'école, tu vas avoir un travail. Avant, on avait un truc qui était très fort, qui était la famille. C'est tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, avec des injonctions qui sont plus ou moins justes, on va dire. Qu'est-ce qui est naturel là-dedans? J'ai pas de jugement. Et en fait, les intentions individuelles, c'est se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette vie. C'est une chance extraordinaire d'être là. Qu'est-ce qu'on en fait? Et cette question-là, elle vient au fur et à mesure du temps, quand on s'aperçoit que les repères qu'on nous a donnés sont pas aussi fiables que ça. Non pas que nos parents n'aient pas de bonnes intentions, c'est que on peut pas savoir. On peut pas savoir à l'avance. Et donc le fait de se projeter dans l'avenir, c'est reposer des intentions. C'est en fait, mais qu'est-ce qui me fait vraiment du bien à moi? Qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Et puis c'est aussi être dans un idéal. C'est pas j'aimerais bien faire cela, mais ce qui veut dire non, donc je le ferai jamais. C'est plutôt dans l'idéal, je fais quoi? J'ai fait quoi? Et comme par hasard, quand on se projette vraiment avec cet idéal, d'un seul coup, il y a des verrous qui sautent. C'est-à-dire qu'on s'autorise quelque chose. Et s'autoriser, c'est se dire pourquoi pas, plutôt que pourquoi. Ça donne des ouvertures, que ce soit pour des individus, pour des collectifs. Ces chefs d'entreprise, là, à un moment donné, ils se sont dit pourquoi pas. Parce qu'il y en a qui sont partis de rien. Bon, il y en a c'est ça qui est intéressant aussi, parce que on a quand même aussi des cas d'entreprises qui sont pas partis à la base sur une idée d'entreprise intelligente, comme tu dis, pour pas dire entreprise libérée ou comme ça, mais qui ont vu les limites en fait d'un management ou d'une organisation du travail qu'on a toujours vu comme étant comme ça en fait, sans jamais trop la challenger, et qui ont souffert de ça, qui ont vu des départs et qui se sont remis en question, et là ont un peu lâché du lest et ont décidé tiens, par exemple, je vais faire en sorte que tout le monde puisse avoir des parts de l'entreprise, que ça soit pas que la mienne, et créer ce fameux collectif. Et donc ils reviennent quand même sans tabou sur ces périodes difficiles. Et est-ce que toi t'as justement des entreprises qui t'ont marqué de par ce switch-là, ou des dirigeants qui ont eu un parcours atypique, ou
Alors oui, alors l'entreprise qui est la plus qui est dans ce cas-là, ils sont voisins d'ailleurs parce qu'ils sont rue des Jeuneurs, c'est pas très loin. C'est les Gros Mots et Nicolas Gandrion qui est un des cofondateurs des Gros Mots et qui maintenant est un des co-actionnaires puisqu'il a décidé il y a 5 ans maintenant de répartir les parts entre des salariés qui étaient là depuis un certain temps. Donc ils sont 8 ou 9 associés, je crois. Depuis, certains sont partis, mais c'est la vie, c'est le changement. Et moi, je l'ai connu quand il démarrait dans la pub, il y a très longtemps, chez BETC. Et on s'était bien entendu sur différents types de sujets. Et je pense que c'est quelqu'un qui a ce paradoxe, qui est à la fois très ambitieux, qui veut réussir, qui veut gagner. C'est un gagneur. On pourrait le qualifier comme ça, un peu d'égocentré. Mais c'est quelqu'un de profondément gentil. Et je pense que cet environnement publicitaire, qui est un environnement très égocentré, et certains de ses associés l'ont poussé à être davantage égocentré, davantage tourné vers lui, davantage égoïste, alors que c'est pas sa vraie nature. Parce que juste, pardon, tu fais le lien quand même entre la réussite et l'égocentrisme Alors non, justement. Ouais, parce qu'en fait tu dis c'est un gagneur et donc tu penses qu'on peut pas être gagneur et gentil ? Alors si, justement. Mais dans certains milieux, on va nous reprocher d'être gentil. D'accord, ouais. Dans la pub, notamment. J'ai bossé 15 ans dans la pub. Faut pas être gentil. Un de mes premiers boulots, alors que je disais ce que je pensais à ma supérieure, donc il y a un créatif qui me dit « Ah non, mais tu sais, dans la pub, faut pas dire ce qu'on pense. » Oui. Moi, j'ai continué à dire ce que je pensais. Parce que pour moi, être honnête avec les gens qui nous entourent, si on peut pas l'être, alors comment travailler en confiance ? Et c'est un milieu, effectivement, alors je vais pas faire des généralités, mais c'est des milieux où on est en train de gonfler l'ego de marque. On est là pour ça, pour rendre un paquet de beurre le meilleur du monde. Évidemment, il y a un impact sur notre façon de penser. On a un milieu qui est... Et chaque métier a une utilité. Mais en l'occurrence, c'est un métier qui est passionnant intellectuellement, mais qui n'est pas forcément le plus utile du monde. Et donc, cet égocentrisme, il est un peu dans les gènes de ce métier. À partir de là, se dire, on va être quand même ambitieux pour nous, pour la marque, pour l'agence, mais en même temps, on va rester humain, on va faire des choses qui sont intelligentes pour nos clients, intelligentes pour nous, on va respecter certaines valeurs, c'est possible. Mais parfois, il y a une sorte de décalage qui se fait et on fait un peu n'importe quoi pour le profit, pour gagner plus, pour etc. Je pense qu'il y a des professionnels qui ont toujours été équilibrés dans cette démarche. Et comme par hasard, ils cherchent un peu moins le devant de la scène, ils sont un peu moins, mais ils font un boulot de fond qui est important. Ouais, c'est vrai que je trouve qu'il y a un modèle mental qui veut aussi que la réussite, la performance se combine pas trop avec ce genre de démarche entre guillemets, que la gentillesse c'est mou, que tu vois ça donne pas envie et parce que t'as un modèle un peu alternatif, tu vas jamais surperformer ou et d'ailleurs est-ce qu'on devrait appeler ça alternatif, je pense pas, mais que en fait le temps de l'échange est une perte de temps, que l'humain en fait est une perte de temps finalement, donc c'est ça qui je pense que on essaye tous les deux de lutter contre, de montrer que c'est pas vrai, tu vois. Et est-ce que les boîtes là dont tu as fait le portrait, elles cartonnent ou pas en fait ? Alors, déjà, c'est difficile de le dire, ça change très vite. Maintenant, oui. Alors, il y en a qui cartonnent, qui sont bien ancrés dans un métier depuis très longtemps. Je pense à des artisans comme j'ai un charpentier chez Jaillet à Orléans. Eux, c'est une boîte qui a 130 ans. Et puis, il y a une volonté de continuer à faire le métier tout en le faisant évoluer, mais en étant stable. Donc,
Ça reste des croissances, on va dire, qui sont pas non plus, directes, tu vois, brutales, on va dire. Alors, oui et non. C'est-à-dire que là, c'est un exemple de stabilité. Et puis, il y a, à l'opposé, des boîtes qui sont en forte croissance, avec parfois des difficultés. Alors, je peux penser à Foodbar, par exemple, qui est encore une start-up dans la techno, qui construit un modèle, qui a inventé un produit qui n'existait pas. Donc c'est compliqué, il faut trouver des fonds, il faut alimenter, il faut trouver un équilibre économique. Et donc c'est des situations qui sont complexes. D'ailleurs, ils ont été obligés de faire un licenciement économique il n'y a pas très longtemps. Mais les dirigeants gardent leur valeur. C'est-à-dire que malheureusement, quand il n'y a plus d'argent, on ne peut pas garder tout le monde. Ouais. Donc eux, ils ont des difficultés. Ça ne veut pas dire que leur idée et leur boîte va pas marcher, mais parfois ça se joue à peu de choses. Et puis on a des boîtes qui sont parties sur des marchés très concurrentiels et qui cartonnent, comme par exemple la Rosée Cosmétique. C'est une boîte qui a à peine 10 ans. Sont partis toutes les deux, Mao et Colline, de rien, en faisant du porte-à-porte des pharmacies. Et aujourd'hui, c'est une marque qui est connue, qui est un des leaders de la cosmétique en pharmacie, qui a renouvelé des codes aussi, plein de codes. Et avec ces deux personnes qui sont... comme les autres dirigeants de ce bouquin, sont gentilles. C'est-à-dire qu'en fait, alors, quand je dis gentilles, elles ne se laissent pas marcher sur les pieds non plus. C'est gentil, c'est pas naïf. Et on fait une confusion dans le vocabulaire en disant tu dois pas être trop gentil. Sous-entendu, tu vas te faire avoir, etc. C'est ça, vous faites. Non. Pour moi, la gentillesse, c'est pas ça. La gentillesse, c'est on est curieux des autres, on est ouvert, on est en empathie, on respecte ce qui se passe chez les autres. Et évidemment qu'il y a des gens qui peuvent penser différemment. C'est pas grave, on est suffisamment assertif. Ouais, donc c'est des personnes qui ont une forte intelligence émotionnelle, en fait. Exactement. Quand t'entends par gentil, ce que j'allais dire, sinon, il n'y a pas des gentils et des méchants, quoi. Enfin, c'est pas parce que je suis DG du CAC 40 que je suis méchant. Non. Mais la gentillesse, pour moi, c'est de faire passer quand même des valeurs humaines avant le profit. Cet outil et ce moyen qu'est l'argent, et qui peut devenir obsessionnel dans certains cas. Autrement dit, dans les projections à 2030 de ces entreprises, quand j'interrogeais ces dirigeants, ils me parlaient évidemment d'évolution de leur boîte, mais surtout, comment on fait pour que les gens continuent à être bien ? Comment on fait, nous, pour équilibrer notre vie pro, notre vie perso ? Comment on fait pour faire en sorte que ce soit toujours rentable ? J'ai pas entendu des mots qui disaient « il faut qu'on soit numéro 1, qu'on notre chiffre d'affaires est triplé, etc. » Surtout que c'est une conséquence, en fait, finalement. Exactement. C'est-à-dire que les gamins qui sortent de l'école aujourd'hui, s'ils disent « moi, mon rêve, c'est d'avoir une Mercedes », j'ai envie de leur dire « Si ton rêve, c'est de faire tel boulot, tu verras peut-être qu'après, parce que tu auras fait ce boulot et que tu auras adoré ce boulot, tu vas pouvoir te payer une Mercedes. Mais si tu commences par avoir juste envie du bien, 1, tu vas pas être heureux dans ce que tu fais, et 2, il y a de fortes chances que tu l'aies pas, donc tu sois doublement frustré. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu dis à un moment, tu te rends compte qu'au final, alors je sais pas si c'est les jeunes ou en tout cas non, c'est pas les jeunes, c'est un peu un mouvement, mais qui disait qu'aujourd'hui on va pas chercher forcément le quoi, mais le avec qui et le comment. Et en tout cas, c'est ce qui arrive, c'est le constat de tous les salariés que t'as interrogés dans ce livre-là. Oui. Et d'ailleurs, ça revient du coup à la question de est-ce qu'ils sont différents, ces salariés ? Alors, il y a un biais, c'est-à-dire qu'à aucun moment je revendique que ce soit une étude exhaustive. Non, mais évidemment, c'est un échantillon. C'est un échantillon, c'est plus là pour poser des questions que pour donner des réponses. Moi, j'ai mes réponses, et encore, il y en a qui changent encore. Ouais. Pardon. En revanche, est-ce que ces salariés sont différents ? Je pense qu'il y a une dynamique chez eux qui est déjà de chercher un endroit où ils se sentent bien. Donc, ils ont quand même des intuitions. Et puis aussi, cette volonté d'autonomie et de grandir. Mais on le voit, pour certains, notamment des structures qui sont un peu plus grosses comme Number Time, ou qui sont plus de 1000, ils intègrent des jeunes alternants tous les ans.
Ils ont un modèle où il y a beaucoup d'autonomie, puisque, comme Amélie l'a raconté, on choisit ses vacances, il y a des grilles de salaire qu'on détermine en équipe. Il y a beaucoup de marge de manœuvre, et dans le travail aussi, avec des petites équipes. Quand ils intègrent des gens, il y a une proportion qui va se mettre dans le moule direct, qui va être complètement à l'aise, une proportion qui va apprendre à être dans ce mood-là, parce que c'est un modèle un peu rare, et puis une proportion qui n'arrive pas. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont besoin de repères, enfin ça les aide en fait à les structures ou. Il y a un modèle qui est ancré dans notre conscience collective que le travail c'est quelque chose où il y a une organisation un peu militaire, une hiérarchie, il y a quelqu'un qui va nous désigner à tel poste, qui va nous récompenser, qui va. C'est le modèle militaire. Et il y a beaucoup de familles, beaucoup d'endroits où on est élevé dans ce principe-là. Principe de si tu fais bien, t'as une récompense, si tu fais mal, t'es puni, etc. etc. C'est un modèle... Et tu dois monter les échelons, effectivement. Et quand il n'y a pas d'échelon, du coup, c'est perturbant. Voilà, donc, souvent, les parents, d'abord, essayent de faire ça pour donner une chance à leurs enfants de réussir dans un modèle qu'ils connaissent. Sauf que ce modèle, il est en train de changer. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut absolument rien respecter en termes de cadre. Bien sûr qu'il y a des cadres. Ne serait-ce que le cadre de la loi, par exemple. Mais après, dans une entreprise, le premier cadre à respecter, c'est est-ce qu'on est OK avec la vision de l'entreprise? Est-ce que ce qu'on fait nous intéresse? Est-ce qu'on respecte la culture du métier qu'on est en train de faire? Et est-ce qu'on respecte les gens qui sont autour de nous? Ce sont des cadres. À partir du moment où tous ces cadres sont respectés, il n'y a pas de problème. L'intelligence collective peut se mettre en place parce qu'on est tous... OK sur le langage qu'on utilise et sur les modalités de fonctionnement de l'entreprise. Mais ce qui est rigolo, c'est que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même plutôt des jeunes dans les salariés que tu as interviewés. Et j'aurais pu me dire que une fois que t'as connu un peu l'entreprise, du coup, t'as pu avoir une petite descente et te dire je suis pas à l'aise avec le cadre qu'on m'impose. Et donc, je sais pas, moi, à 40 ans, je veux au contraire aller dans une boîte où je vais avoir plus d'autonomie et plus de solidarité, etc. Alors, je pense que ceux qui ont besoin d'autonomie, s'ils n'en trouvent pas dans l'entreprise où ils s'en vont. Ça, c'est clair. Ces entreprises arrivent à capter des gens aussi, et des gens qui ont cette capacité d'autonomie, donc de créativité, donc a priori une valeur ajoutée intéressante, restent parce qu'on leur donne de l'autonomie. On leur laisse de l'autonomie. Alors pas pour faire n'importe quoi, c'est pas de l'indépendance. C'est l'autonomie dans le cadre d'un rôle déterminé au profit d'une mission. C'est pas simple. Toutes les entreprises peuvent pas donner cette liberté. Déjà, notamment changer de métier, changer d'environnement, c'est complexe. Charpentiers, ils sont 8. Dedans, il y a tous les ans 2 compagnons qui viennent, qui vont rester 1 an et qui vont repartir. Ceux qui sont là et qui restent, c'est parce qu'ils trouvent dans cet environnement, dans le métier qu'ils font, suffisamment de liberté, de renouvellement en termes d'innovation, de faire son métier et de techniques intéressantes pour rester. Dans une boîte comme Number ou Time, où on est sur l'édition de logiciels pour les experts comptables et l'expertise comptable, on peut se dire, je passe un diplôme d'expertise comptable, j'ai envie d'être expert comptable. Donc je vais me mettre à mon compte. La plupart restent. Pourquoi ils restent? Parce qu'ils font d'autres métiers. Parce que, non pas que l'expertise comptable les intéresse pas, c'est juste que là, ils ont une vision beaucoup plus globale d'une entreprise. Donc ça veut dire qu'ils deviennent de véritables chefs d'entreprise. Ils peuvent toucher aux ressources humaines, ils peuvent toucher au marketing, ils peuvent toucher à l'organisation d'une structure, à des partenariats. Enfin, ma conseillère, si je suis venu les voir, c'est parce que j'étais client chez eux, Mégane, me disait, moi quand je suis arrivé dans cette boîte, je pensais y rester 2 ans. Passer mon diplôme d'expertise comptable et m'en aller. Ça doit faire, 10 ans qu'elle y est.
Et elle me dit, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. Ouais, il y a un terrain de jeu. En ayant en plus 2 enfants, donc petits, dans une autre entreprise. Et aujourd'hui, elle fait des choses qu'elle n'imaginait pas faire il y a 10 ans. Et il y en a plein d'autres dans son cas. C'est pas... En fait, c'est à la fois une entreprise qui est organisée avec une vision structurée et avec une vision évolutive, parce que le marché change tout le temps, et en même temps, qui donne une palette aux individus qui peuvent exploiter toutes leurs qualités. Parce que je suis persuadé, et c'est un peu aussi le propos de ce livre, c'est de montrer qu'on n'est pas fait pour un seul métier. On peut aimer d'abord un métier, et se dire, voilà, ce métier-là, je l'aime, etc. Mais je pense qu'il y a des tas d'individus qui peuvent faire 3, 4, 5 métiers dans leur vie, ou le faire d'une manière très différente. Se spécialiser, c'est un peu une sorte de mantra qu'on nous dit, il faut que tu trouves un métier. Oui, il y a des gens qui sont passionnés par un truc, comme la photographe de ce bouquin, Géraldine, à 13 ans, elle a eu une révélation, je veux faire de la photo. Depuis, elle fait de la photo. Elle fera jamais rien d'autre, mais elle le fait d'une manière différente. Puis il y en a d'autres qui savent pas. Alors les parents sont effrayés en disant « Oh, mais il y a 17 ans, il sait pas quoi faire, etc. » C'est tellement difficile. Ouais, c'est clair. C'est tellement difficile. C'est quand on a passé le cap de survie, c'est-à-dire en gros, nous étions des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, et voilà, c'était clair, les fonctions se faisaient en fonction des habilités des uns et des autres. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant de revenir à ce que tu disais sur commençons avec avec qui et comment. Dans ce cas, en fait, je sais pas ce que je veux faire, mais cette personne m'inspire et j'ai envie de grandir avec elle, et voilà. Exactement. Et puis ce que je dis souvent quand j'accompagne des personnes qui cherchent leur voie, c'est avec qui vous vous sentez bien. C'est pas seulement ce que fait la personne. Si vous vous sentez bien avec des gens, que ce soit vos amis ou d'autres, essayez de comprendre ce qu'ils font comme métier. Parce que souvent, c'est une histoire de valeurs, de façon de voir le monde. Et bien sûr, on peut se retrouver dans un milieu où on a l'impression que le métier qu'on fait nous passionne. Puis se dire, mais ces gens sont tellement différents de moi que ça se passe pas bien. Quand on trouve des gens avec qui on se sent bien, il y a des chances qu'autour d'eux, pas forcément eux directement, on trouve des gens qui font un métier qui va vraiment nous intéresser. Donc, essayer de trouver le fil rouge du lien de valeurs humaines. Je pense que c'est une bonne façon de trouver le métier ou l'entreprise ou l'endroit où on a envie d'être. Alors, l'endroit, c'est important aussi. Oui, le où aussi, oui. C'est vrai, t'avais indiqué ça. Et quels sont les points communs que tu as pu identifier à travers ces dirigeants, en fait Alors, la gentillesse. Clairement. Ouais. Et je dis pas bienveillance. Bienveillance a un côté un peu position haute. C'est-à-dire que je suis bienveillant avec ceux qui sont en dessous de moi. Non, ils sont gentils. Ils traitent les gens d'une manière égale et tout à fait paritaire. Et puis ils sont ouverts. Ça. La curiosité, c'est des gens qui se remettent en question tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une très grande humilité et une curiosité mélangées. Ils sont curieux de comment faire différemment. Pas pour le plaisir de faire différemment, mais pour l'envie de découvrir des choses nouvelles qui peut améliorer ce qu'ils font. C'est aussi cette curiosité qui permet de sortir du cadre des habitudes. On fait comme ça depuis des décennies. Pourquoi on fait comme ça depuis des décennies ? Pourquoi on ne pourrait pas faire différemment ? C'est très entrepreneur aussi. Exactement, oui. Il y a cette envie aussi... de créer quelque chose de différent, de le faire bien. Ils ont comme point commun aussi, c'est pas l'argent qui les motive. Alors, évidemment, il y en a besoin. Ils ont une entreprise, évidemment, à gérer. Mais j'ai pas senti de cupidité dans leur manière de faire. C'est-à-dire que même ceux qui ont créé une entreprise... je les entends pas dire il faut qu'on trouve un gros fonds d'investissement qui nous rachète et on arrête. On aura fait fortune et c'est bon. Non, c'est pas leur but. Ils s'amusent, en fait, ils jouent. Ce sont des joueurs aussi. Ce sont des gens qui aiment jouer.
Il y a une phrase qui dit c'est savourer aussi le voyage plutôt que la destinée. Enfin, c'est un peu parce qu'il y a un mirage. Enfin, moi, j'ai une start-up, donc évidemment, moi, j'étais valorisée des millions et au final, la start-up c'est éteinte. Donc, il y a effectivement, ça te fait prendre du recul en se disant, mais en fait, le plus waouh, c'était le voyage, quoi. C'est tout ce qu'on a fait. Exactement. Et d'être capable d'apprécier ça, c'est effectivement dur et génial en même temps, quoi. Oui, et puis c'est pas forcément ce qu'on entend ou ce qu'on nous dit. Ouais, c'est pas l'image de la réussite. Tu vas gagner ta vie, mon enfant. C'est une pression de la société. Et quand on s'aperçoit que on fait un truc passionnant et qu'en fait on n'a pas besoin d'attendre les vacances, les 5 semaines de vacances pour être heureux, mais qu'on est heureux tous les jours. Les vacances, on partira peut-être un peu moins loin. On fera peut-être des choses plus simples qui coûtent moins cher. Mais comme on est heureux tous les jours, c'est pas un problème. Et dans les collectifs heureux, il y a certains professionnels, encore une fois, je pense à ceux qui sont chez Number, mais qui pourraient être experts comptables, donc se mettre à leur compte, ils pourraient gagner certainement beaucoup plus. Mais ce qu'ils perdraient, ils le savent. C'est une équipe solidaire, c'est de l'espace, c'est des boulots qui se renouvellent sans cesse. C'est une aventure collective aussi. Je pense que ces dirigeants sont capables aussi de créer cette notion d'aventure collective. C'est-à-dire il y a du charisme, évidemment. Ils ont envie d'aventure. Et il y a des gens derrière qui disent « Waouh, votre aventure, elle nous plaît, on a envie d'être avec vous. » Et puis il y a aussi un truc que tu m'as glissé en intro, quand on se parlait avant. Ils sont mouillés personnellement, c'est-à-dire que c'est souvent des entreprises familiales ou... Alors oui, les dirigeants sont également les propriétaires de la boîte. Ça change tout. Alors, c'est clair que quand il n'y a pas un marché financier... alors, je dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps des investisseurs qui peuvent mettre des billes et laisser les entreprises continuer à être elles-mêmes. Mais quand il s'agit du marché financier, là, il y a une obligation de résultat à court ou moyen terme. Donc, c'est 2 ans, c'est 5 ans. S'il n'y a pas de résultat, il y a un problème. Là, on a des entreprises qui se construisent dans la pérennité. Le but, c'est pas de faire fortune en 5 ans ou de ramener des gros dividendes dans 5 ans. Le but, c'est d'atteindre un objectif. Par exemple, Footbar, qui rame un peu en ce moment, leur objectif, c'est pas de gagner des millions. Leur objectif, c'est que l'ensemble des footballeurs amateurs de la planète soient équipés d'un logiciel qui permet de voir leurs performances et qui puissent se dépasser tout en continuant à faire du sport. Donc c'est une ambition, c'est une vision qui est immense. Ouais. Ouais, et puis après, c'est vrai que t'as cette notion d'aventure encore plus avec la start-up, quoi, que tu suis au fur et à mesure. Moi, je me souviens que quand j'étais chez AXA, ce que je trouvais, et d'ailleurs dans d'autres boîtes, puisque quand j'avais des grosses entreprises en client, ce que je trouvais extrêmement frustrant, et parfois on a le sentiment de trahison, c'est-à-dire que j'ai cru en un dirigeant qui m'a partagé pour le coup, cette confiance, qui a présenté l'aventure, qui avait toutes les qualités qu'on se partageait d'un vrai dirigeant qui s'est mobilisé, et très humain, etc. Sauf qu'en fait, c'est des mecs qui sont là pour 5 ans. Donc, une fois qu'on a tout donné, qu'est-ce qui se passe ? C'est que lui, il a sa promotion et il part. Et donc, on se retrouve là en disant, et là, il y a un nouveau qui arrive avec d'autres idées. Et donc, on a un peu le sentiment d'être lésé. Et même en tant que prestataire, quand j'avais ma boîte et que je vendais mon logiciel à un dirigeant un peu visionnaire, etc., le jour où il part, c'est fini. Donc je trouvais ça un peu, je trouve que c'est un vrai sujet, en fait, pour les grandes entreprises, de comment on réussit à regagner plus ou moins la confiance des salariés. Parce que je pense qu'il y a vraiment des gens formidables aussi dans des grosses boîtes, en fait, mais pourquoi on se rend compte que des grands dirigeants, parce qu'il y a quand même parfois le big CEO, il n'y a pas assez d'incarnation de sa part. Donc est-ce que c'est parce qu'on se dit qu'il va sauter, je sais pas, mais il n'y a pas assez, comme on dit, le skin in the game. Je m'interroge beaucoup, en fait, parce que peut-être que c'est biaisé, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de gens de grandes entreprises, mais c'est celles qui ont l'air de souffrir le plus, tu vois, de désengagement, de personnes qui sont tristes d'aller au travail, de perte de sens, quoi. Oui, complètement.
Je peux parler un petit peu d'un secteur, puisque c'était un de mes principaux clients quand j'étais dans la pub, c'est l'automobile. Je bossais beaucoup pour PSA à l'époque. À l'époque, la famille Peugeot était encore assez présente en termes d'actionnariat et d'interaction. Il y avait une culture, la culture de l'entreprise, avec cette base induite par leur culture protestante, avec du respect des hommes, des femmes, avec aussi cette culture industrielle, la culture de l'ingénieur, avec des ingénieurs qui étaient passionnés. Aujourd'hui, on a le groupe Stellantis. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. C'est juste qu'il y a quelque chose qui s'est fait, qui est complètement artificiel et qui est fait pour que financièrement, ça fonctionne. Donc c'est une machine financière. C'est-à-dire que la production de voitures, c'est devenu accessoire, c'est plus au centre. C'est-à-dire que si demain, ils s'aperçoivent que louer des voitures qu'ils ne fabriquent pas rapporte plus, ils vont faire ça. Ils vont changer le modèle économique. Ils vont fermer des sites industriels. Et en même temps, il faut savoir s'adapter à ce marché, tu vois. Complètement. Mais si tu veux, entre la passion d'un ingénieur qui est quasiment un artisan au départ, il fabriquait des moulins à poivre, Peugeot, avant de faire Mais c'était l'acier, c'était l'industrie, c'était l'acier, c'était etc. Après, il y a l'automobile, c'est devenu une marque automobile. Très bien. Ce marché, il est symbolique et symptomatique de la révolution industrielle. Ford est le premier à avoir fait des productions à la chaîne. On est sorti de l'artisanat. Ça a entraîné une révolution sur tous les produits. L'automobile, bien sûr, liberté de mouvement, etc., mais sur tous les produits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ces méga entreprises qui, pour survivre, doivent trouver des marchés. Et donc, le sujet, c'est pas de se dire on fabrique des voitures qui vont être utiles à des gens qui n'en ont pas. On va fabriquer des objets, des voitures ou autre chose, à des gens pour les vendre à des gens qui en ont déjà. Parce qu'il y en a largement assez. Oui, bien sûr. Et ceux qui peuvent pas s'en payer, de toute façon, peuvent pas s'en payer. Donc, le sujet, il est insoluble si on reste au même niveau. Mais pourtant, il y a ces masses financières énormes et on peut pas décréter demain, en fait, la voiture, ça n'a pas d'avenir. Parce que sinon, là, les cours de bourse s'effondrent. C'est une catastrophe à la fois à Paris, ça a peu d'avenir. Ça on a pu. Pour les financiers, mais également pour les employés, pour les salariés, etc. Donc, avoir un discours équilibré par rapport à ça, c'est très compliqué. Et je n'accuse pas les dirigeants. C'est un système complet. Effectivement, comme tu l'as dit, les dirigeants qui viennent les uns après les autres à la tête de ces grandes entreprises sont pas là pour la pérennité d'une culture. Ils sont là pour la pérennité financière de quelque chose, ce qui est très différent. Alors que dans ce bouquin, et dans plein de boîtes qui sont de petite taille, de taille monnaie, etc., les dirigeants sont là pour faire vivre quelque chose. Malheureusement, parfois, ça s'éteint avec leur disparition, tout simplement. Oui, bien sûr. Il n'y a pas toujours... c'est la difficulté, effectivement, d'incarner... la transmission, c'est difficile. D'ailleurs, c'est un des soucis, je pense, des dirigeants dans ces bouquins, dans ce bouquin, c'est de se dire... pas tous, parce qu'il y en a qui sont assez jeunes, donc ils se posent pas encore la question. Leur boîte est en train de grandir. C'est comment on transmet. Comment on fait en sorte que ce mécanisme qu'on a mis en place, perdure au-delà de nous. Et c'est là aussi où c'est intéressant de créer une structure où tout ne repose pas sur un dirigeant, mais sur des tas de personnes. C'est quand la culture ruisselle et que l'état d'esprit ruisselle, en fait, ça continue dans le bon sens. Mais d'ailleurs, on voit, on retrouve dans les styles d'organisation, entre guillemets, de ces entreprises, à chaque fois, un partage de beaucoup de choses, c'est-à-dire un partage de la RH. Il n'y a généralement pas de RH. Il n'y a pas trop de managers. Généralement, c'est chacun un peu, est devenu partenaire. Enfin, il a eu des parts de l'entreprise, ou alors... chacun est très responsable, et puis c'est pas des très grandes entreprises, donc il n'y a pas besoin d'avoir des couches de managers monstrueux. Et puis tu rappelles, manager, c'est contrôlé, donc c'est pas trop l'idée de ces entreprises-là. Donc oui, bref, ce que je voulais dire, c'est on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup de partage de pouvoir de différentes fonctions, quoi, en fait, qui se met petit à petit naturellement dans les mains de chacun, en fait. Exactement. Les gens qui ont plus d'expérience. Alors, ce que je peux dire aussi, ces entreprises sont aussi des écoles. Elles sont là pour faire grandir les gens, à la fois dans leur expertise,
mais également dans leur façon de voir le travail. Donc elles leur apprennent à être autonomes, elles leur apprennent. Et donc les gens effectivement, j'ai pas envie de qualifier de manager, mais d'animateurs, sont au service des salariés. Sont là pour les accompagner, pour les faire grandir, pour les autonomiser, pour les rassurer quand ils en ont besoin. Pas pour faire à leur place, pas pour leur dire quoi faire. Alors leur donner un cadre, oui. Et c'est très différent comme mode de management. C'est qu'il n'y a pas de besoin... il y a besoin de cadrer, mais pas d'autoritarisme. D'ailleurs, très souvent, j'ai rencontré des gens dans les coachings, de personnes qui me disaient « Moi, j'ai pas envie de manager ». En fait, non, ils n'avaient pas envie d'être autoritaires. Ils n'avaient pas envie de manager comme on manage dans les entreprises où... Oui, c'est ce qu'on faisait, contrôler, quoi. Voilà. Le management, c'est pas du contrôle, c'est le bon management. C'est de l'animation, c'est de l'accompagnement. Et quand on arrive à faire grandir les gens qui bossent avec nous, on est gagnant. Mais ça veut dire qu'il faut arriver à les faire grandir, à leur donner confiance, à accepter les erreurs. C'est aussi l'école de l'erreur, ces entreprises, comme l'école. Tout le monde n'a pas 20 à l'école. Dans une entreprise, on n'a pas 20 tout de suite. Et on n'aura jamais 20 parce qu'il y a des choses à renouveler, à améliorer sans cesse. Et accepter ça, c'est de la confiance. Et puis surtout, c'est accompagner en permanence un collectif qui grandit au fur et à mesure que les individus grandissent dedans. Et tu vois, comme c'est... je sais pas, peut-être que je parle pour moi, mais on peut avoir la crainte dans ce genre d'entreprise parce qu'elle est très humaine aussi, que parfois elle nous bouffe de trop d'émotions. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as perçu? Est-ce que... Alors oui, bien sûr. Tu vois, on partage tellement que ok, chacun a ses problèmes et que du coup ça prend trop de place. Je peux donner un exemple. Colline, qui est la cofondatrice de La Rosée, il y a eu des problématiques humaines il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. Elle l'a vécu dans sa chair intime. Elle était malade, elle en était malade. Elle avait... Alors, rien à se reprocher. On peut toujours se reprocher des choses, mais une entreprise qui grandit, qui est en grande croissance... on peut pas être partout, on peut pas s'apercevoir que quelque chose ne fonctionne pas ou qu'une personne ne fonctionne pas. Et là, je pense qu'il y a une distance à avoir qui est pas facile à prendre. Ça se construit avec le temps. C'est à la fois être humain, à la fois être là pour les gens, et à la fois que ce lien affectif soit pas celui d'une mère ou d'un père avec des petits-enfants, mais avec des adolescents. Autrement dit, il y a un proverbe, je crois que c'est un proverbe juif qui dit nos enfants, on peut leur donner que 2 choses, des racines et des ailes. Et donc un chef d'entreprise, il doit construire ses racines, que tout le monde comprenne bien la vision, et en même temps donner des ailes. Ça veut dire que quand quelqu'un vole, il faut le laisser voler. Donc il y a de l'affectivité, mais il n'y a pas un contrôle affectif. On n'attend pas des salariés qui nous aiment. On attend des salariés qui soient OK avec notre vision du travail, de l'entreprise, de ce qu'on veut faire. Si les gens travaillent bien ensemble, s'ils sont OK sur là où ils veulent aller, alors ils peuvent bien s'entendre. Ce n'est pas parce que des gens s'entendent bien qu'ils vont bien travailler ensemble. C'est parce qu'ils travaillent bien ensemble qu'ils vont bien s'entendre. Très, très intéressant. Je pense que tu as tout résumé. Écoute, ça tombe bien parce que, écoute, on arrive à la fin de notre échange. J'avais quelques questions que j'aime bien poser à la fin, d'ailleurs, des interviews. Si dans ton bureau, si t'en as un, je sais pas, il devait y avoir une affiche qui illustre un peu une philosophie de vie, qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'on pourrait lire dessus, sur cette affiche? Alors, j'aime bien une phrase de Brecht que j'ai trouvée un peu par hasard il y a quelques années. Qui dit on parle beaucoup de la violence d'un fleuve qui ravage tout sur son passage. On ne parle pas des rives qui l'enferment. Je pense que ça résume assez bien ce côté tout relatif de dire voilà, il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui ne se comportent pas comme on attend d'eux. Et on ne regarde pas dans quel cadre on les a mis, à quel endroit on les a enfermés,
Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont en colère? Donc c'est toujours important de comprendre ce qui suscite quelque chose. Et le fleuve en colère, c'est juste parce qu'effectivement, il y a un moment donné, il y a des berges trop étroites. Ok, très, très inspirant. Quel est le pire conseil qu'on ait pu te donner dans ta carrière? Celui dont je parlais tout à l'heure. Ne dis pas ce que tu penses. Ouais. Effectivement, surtout ne sois pas toi-même. Oui, c'est ça, c'est horrible. Alors, heureusement, je ne l'ai pas écouté. Surtout dans la pub où c'est... Mais je crois que c'est partout, c'est-à-dire... L'esprit critique, tout bien ça. sûr que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, ça ok, parce que si c'est pour blesser quelqu'un et que ça n'apporte rien, ça n'a pas de sens. Mais ne pas dire ce qu'on ressent. On nous empêche souvent dans notre société, au travail notamment, de ne pas dire ce qu'on ressent. Je sais pas, si notre supérieur, par exemple, on peut pas lui dire ce qu'on ressent parce qu'on a un moment où on a besoin d'exprimer des choses qu'il peut pas l'entendre, j'ai envie de dire aux gens, sauvez-vous. Prenez le temps, bien sûr, mais vous ne serez pas bien. Parce que si l'environnement n'est pas capable de vous écouter, de vous comprendre, vous pourrez pas évoluer correctement. Ok, et le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? C'est un vieux conseil, ça. C'était mon père qui disait tout le temps aide-toi et le ciel t'aidera. Autrement dit, n'attends pas grand-chose du monde et des autres. Fais les choses et puis tu trouveras. C'est très déterministe, en fait. Je pense que les recettes, entre guillemets, s'il y en a dans ce bouquin sur le bonheur du collectif, le bonheur de créer, ou le bonheur des salariés qui sont dedans, c'est qu'ils ont été déterministes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu qu'on les prenne par la main, ils ont cherché, ils ont trouvé, ils ont eu des idées, ils ont avancé. C'est bien sûr qu'on a de l'aide tout au long de notre vie, on peut trouver des gens qui nous aident, mais trouver ces gens, c'est être déterministe aussi, c'est savoir reconnaître qui peut nous aider. On est seul, on meurt seul, et on vit entouré de plein de gens, mais on est quand même libre de s'auto-déterminer, et quand on comprend ça, je pense qu'on a de l'énergie pour avancer. On peut tout faire, on est d'accord. Trop chouette, merci beaucoup Philippe. Dernière question, est-ce que qui tu connais que tu admires, alors qui est encore vivant, je précise, parce que j'ai parfois eu des personnes que je ne peux pas inviter, donc justement une personne que tu admires, que je pourrais inviter dans ce podcast, dont tu as compris la philosophie, je pense. Alors bien sûr, il y a les chefs d'entreprise de ce bouquin, donc ça tu peux les trouver facilement. Dans les gens qui m'inspirent, il y a quelqu'un qui parle pas mal sur LinkedIn, et qui est une économiste, sociologue, que je connais pas directement, on a eu quelques échanges, j'ai pas réussi à la voir encore, c'est Dominique Méda. Et il se trouve que dans ce bouquin, j'aurais été très heureux de te la faire rencontrer. Il y a une sociologue qui s'appelle Odile, mais qui est malheureusement décédée au mois d'avril dernier, à 94 ans. D'accord, j'allais dire, mon Dieu, je suis désolée. Amoureuse de son métier, et son interview est passionnant parce que ça montre que quand on aime son métier, on le fait jusqu'au dernier moment. Et je trouve que ce métier d'observation, de compréhension du monde, des hommes, de leur interaction avec l'économie, avec le travail, avec tout, c'est passionnant. Et quand les gens le font avec de l'humanité et avec une vraie conscience professionnelle, donc de manière scientifique, pas comme moi, comme ça, en allant faire des interviews, et qu'il y a une profonde humanité derrière, c'est vraiment très inspirant. Donc Dominique Méda, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle raconte, dans ce qu'elle écrit, je trouve que c'est quelqu'un qui est très inspirant. Et quelle question t'aimerais que je lui pose ? Qu'est-ce qui lui a donné envie d'être sociologue ? D'accord. Hyper intéressant. Merci infiniment Philippe. Alors juste savoir où est-ce qu'on peut le trouver, ton livre
Alors, mon livre, comme je suis l'éditeur, le diffuseur, etc., il faut me contacter sur LinkedIn, en message personnel sur LinkedIn. Tu as été très réactif, donc je J'en ai envoyé un certain nombre. D'ailleurs, je suis très content quand les gens osent me dire comment on trouve ton bouquin. Je leur envoie par la poste et c'est très simple. C'est toi qui me l'avais envoyé là, ou c'est Amélie? C'est Amélie qui te l'a offert. Moi, j'avais été la voir. Alors, si les gens sont sur Paris, je leur propose toujours la même chose. Venez prendre un café avec moi, on discute et je vous donnerai le bouquin. Et puis s'ils sont en province, on peut discuter aussi par téléphone et trop chouette. Je leur fais parvenir. Tous les chefs d'entreprise qui se posent ces questions-là, qui ont envie de créer des entreprises heureuses ou au moins de découvrir ce fabuleux voyage que tu as entrepris, je vous invite à contacter Philippe. Donc merci encore infiniment pour cet échange. Merci Faustine. Et bonne suite de voyage à toi. Merci, le tien aussi. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.